Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. Ils ne nous auront vraiment rien épargné, ni les crimes de masse, ni la captation indue du pouvoir, ni la fraude électorale, ni le mensonge institutionnel, ni la rapine organisée. Un autre scandale, un énième scandale vient encore éclabousser les dirigeants algériens et leurs clients et leurs complices. Une autre affaire scabreuse qui semble n'avoir pas vraiment secoué le sérail, encore moins l'opinion publique, comme si le grand nombre des révélations sur les turpitudes du régime avait fini par banaliser dans l'esprit des gens tous ces scandales. Trop de scandales tuent le scandale, d'une certaine manière. Tout de suite après que cette affaire ait été éventée, relayée par la presse, un homme politique algérien qui s'était porté candidat aux dernières élections présidentielles, avant de s'en retirer avec fracas, a déclaré, comme pour ramener les choses à leur juste proportion, que les fortunes algériennes engrangées ailleurs seraient d'environ 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Presque l'équivalent des réserves de change algériennes. Et je précise que la personnalité qui s'est livrée à cette déclaration n'est pas n'importe quel kidam, puisque Ali Benouari, c'est de lui qu'il s'agit en l'occurrence, a été ministre algérien du Trésor, enseignant universitaire, en plus d'avoir exercé et de continuer d'exercer encore de hautes fonctions et des charges importantes dans le monde financier international. C'est dire que ce chiffre de 200 milliards de dollars qu'il a avancé est à prendre très au sérieux. Le plus curieux et qui nous renseigne un peu sur la démission collective, pour ne pas dire l'anesthésie générale où a été plongée la société algérienne, est que cette déclaration de Ali Benouari n'a pas soulevé plus d'interrogations que ça, finalement. À la fin des années 80, lorsque l'ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi avait évalué le chiffre de la grande corruption à environ 26 milliards de dollars, 26 petits milliards de dollars, il avait provoqué un tsunami, une clameur publique sans précédent. Les Algériens n'avaient plus que ce chiffre à la bouche. Et ce fut un tournant marquant dans la perception des Algériens sur leurs dirigeants. Ce fut à ce moment précisément que les Algériens perdirent toutes leurs illusions sur l'intégrité de leurs dirigeants. C'est à ce moment-là qu'ils ont définitivement été déniaisés, si je peux dire, et que l'image du dirigeant apparut désormais sous son véritable jour, celle du menteur, du brigand, capable du pire. Mais là, 35 ans plus tard, après la déclaration de Brahimi, 35 ans après une immense tragédie, 35 ans après que près de 1000 milliards de dollars aient été jetés par les fenêtres, par une clique aussi vorace qu'elle est frappée d'incompétence systémique, la déclaration de Ali Benouari, qui fait état de ce butin approximatif, engrangé par le régime dans des comptes bancaires ailleurs, en Occident et dans les paradis fiscaux. Un butin qu'il évalue à environ 200 milliards de dollars, comme je l'ai déjà dit, selon les mêmes déductions que celles de Abdelhamid Brahimi, selon le même cadrage, semble n'avoir suscité d'indignation et d'inquiétude que dans quelques cénacles d'initiés où l'on avait déjà, de toute façon, une idée sur les déprédations de la mafiocratie régnante. C'est là, c'est précisément là, encore plus que dans le pillage en lui-même, que se situe le vrai problème. C'est cette insouciance généralisée des Algériens, et tout particulièrement des élites, sur ce qui les concerne, sur leur avenir à moyen terme, sur les graves périls qui menacent la survie même de leur nation, qui inquiète et qui interpelle. Ce régime a réussi l'impensable, faire éclater la société algérienne en autant d'individus, chacun pour soi,
chacun retranché derrière ses baraudages, chacun dans ses petits calculs, débranché de toute vision collective, ne se sentant concerné en rien par la mise à mort de son pays. Nous en sommes là. Le pays est livré, pieds et poings liés à une mafiocratie qui le saigne et le pressure. Le pillage est non seulement poussé jusqu'à l'imaginable, mais il semble même qu'il jouit d'une complicité d'États occidentaux qui ferment les yeux sur ces trafics, voire même, peut-être, qui prêtent leur concours à des opérations de blanchiment. Aujourd'hui, Al-Watan, Jilali Hajjaj, président de l'association algérienne de lutte contre la corruption, la justice algérienne devrait ouvrir une enquête préliminaire. TSA, SwissLeaks, des centaines d'Algériens possèdent des comptes en Suisse par Riyad Hamadi. Al-Watan, révélation de SwissLeaks sur les comptes douteux de 440 Algériens à HSBC, Genève. Les autorités gardent le silence par Sedima Tlemceni. avec nous aujourd'hui pour évoquer cette histoire, cette situation, Ali Benouari, ancien ministre du Trésor, et Jilali Hajjaj, journaliste et porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption. À tous deux, je dis merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Benouari. Oui. Bonjour, c'est Ali. Oui, bonjour, c'est Jamel. Alors, votre sentiment sur cette histoire? Mon sentiment, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, rien de bien nouveau, parce que si ce n'est le chiffre qui a l'air d'être choquant et qui est effectivement choquant, ce chiffre résulte de ma propre estimation, mais il faut le relativiser tout de même, le relativiser sans en amoindrir l'importance et la gravité. Oui. Il représente 10 fois ce que Abdelhamid Brahimi avait déclaré dans les années 80. Exact. À l'époque, les exportations algériennes étaient de l'ordre de 13 milliards de dollars. Aujourd'hui, on exporte 10 fois plus. Oui. Donc, en s'en tenant aux chiffres de Abdelhamid Brahimi, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Oui. Ça, c'est une première remarque. En dollars de 1986 à peu près, 85-86, les 200 milliards de dollars représentent peut-être 100 ou 120 milliards de dollars. Donc, nous sommes toujours dans des chiffres que l'on peut appréhender avec comment dirais-je, ce sont des chiffres crédibles pour moi. Mais pour arriver à ce chiffre, il a fallu intégrer aussi les formes de corruption, les différentes sources de corruption. Il y a les pots de vin sur les marchés publics, il y a la surfacturation qui est un véritable drame national, il y a également les capitaux qui s'évadent depuis l'Algérie du secteur privé, parce que l'économie algérienne, l'organisation de l'économie et du pouvoir pousse les Algériens à faire fuir leur argent au lieu d'attirer l'argent qui est à l'extérieur, par divers canaux. Le premier canal, c'est la valise, c'est le marché noir des billets. Oui. Le deuxième canal, c'est la compensation, c'est-à-dire que les émigrés algériens devraient transférer peut-être une dizaine de milliards de dollars par an au moins. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les transfèrent pas. Ils les transfèrent, mais par compensation. Autrement dit, au lieu que l'argent rentre, ils reçoivent des dinars en Algérie et ils les vendent, les émigrés donnent des devises à l'étranger aux Algériens qui font évader leur capitaux. Absolument. Je vais en venir tout à l'heure au sujet de cette question. Je vais y venir, justement. Justement, à ce sujet, elle est Benouari. À ce sujet précisément. À ce sujet. Alors, tout le monde sait, en Algérie, tout le monde sait que le change informel, celui qui se fait ouvertement sans s'en cacher dans toutes les villes importantes d'Algérie, tout le monde sait que ça brasse des sommes faramineuses. Et il est tellement bien organisé que les fluctuations du taux de change, devise par devise, euro, dollar, etc., sont les mêmes à l'instant T, aux quatre coins du pays. Tout le monde sait aussi que ce sont les barons du régime et ses alliés naturels qui achètent le plus gros de ces sommes, de cet argent. Mais tout le monde sait aussi que dans toutes les villes importantes de France, Lyon, Paris, Marseille, etc., des bureaux de change informels, c'est des gens qui sont connus. Moi, à Lyon, je connais quelques personnes. À Paris, j'en connais. Et ils captent des sommes énormes, comme vous veniez de le dire, en euros, de gens qui veulent envoyer de l'argent chez eux, et ils leur donnent des dinars en Algérie. Et cet argent-là, tout le monde sait,
a été acheté dans les marchés informels en Algérie ou en France, tout le monde sait qu'il est acheté par les barons du régime. Alors, la question que je voulais vous poser, comment font ces gens pour blanchir cet argent? Parce que cet argent, il faut le déposer dans leur banque. Comment faire quand ils le déposent pour le laver, pour le blanchir? La question s'adresse à... Ali Benouari. Ali Benouari. Oui. Quand vous êtes dans le monde de la banque... Le système de blanchiment est universel, que ce soit pour l'argent de la drogue ou l'argent de la corruption. Quelle que soit la source de l'argent qui est à blanchir, les canaux sont les mêmes, ils sont multiples. Oui. Ce sont d'abord, pour moi, par ordre d'importance, aujourd'hui, en 2015, ce sont les paradis fiscaux. C'est-à-dire que ce sont les sociétés dont les actionnaires sont inconnus, ne peuvent pas être connus. Oui. Ils ne sont connus que les administrateurs du pays, du paradis fiscal. Je cite Gibraltar, je cite Nassau, Bahamas, je cite Malte, il y a beaucoup de pays, beaucoup de pays dont les législations autorisent les étrangers à créer des sociétés et ils les protègent. Ils nomment des administrateurs à leur place et ces administrateurs apparaissent aux yeux des banques suisses ou américaines ou françaises ou peut-être même algériennes comme les véritables actionnaires. Or, ils ne sont pas actionnaires. Oui. C'est ça le système des paradis fiscaux. Et évidemment, cet argent-là qui transite par ces sociétés offshore est exonéré d'impôts. Oui. C'est d'où leur attrait. Ça, c'est la plus grande source. La deuxième, c'était les comptes numériques en Suisse qui ont aujourd'hui disparu. La Suisse, sous la pression de beaucoup de pays, elle ne fait plus de différence entre fraude fiscale et évasion fiscale. Donc, par définition, ils demandent à tous les gens qui souhaitent ouvrir un compte, tous les étrangers qui souhaitent ouvrir un compte en Suisse, et de plus en plus dans beaucoup de pays, européens notamment, d'où vient l'argent. Prouvez-nous que l'argent est propre. Ouais. Alors, prouver que l'argent est propre, il y a d'abord la déclaration de l'intéressé. Oui. Donc, la déclaration de l'intéressé. Mais les Suisses ne vont pas, comme beaucoup de pays, ne vont pas jusqu'à exiger de produire un quitus fiscal ou une attestation fiscale du pays d'origine. C'est ça la nouveauté qui a été introduite en Suisse. Aujourd'hui, il faut produire une attestation fiscale du pays d'origine disant que l'argent est blanc. Oui. Il y a une différence entre le blanchiment de l'argent sale et l'argent de la corruption. D'accord. Ce sont deux traitements différenciés, mais enfin, on peut entrer dans les détails si vous voulez plus tard. Mais pour ce qui concerne les barons algériens, puisque ce sont eux les dirigeants, qu'est-ce qui les empêche de se fournir de ce genre de documents? Non, c'est très difficile. C'est même, je pense, ça n'est pas possible. Ah bon? Mais encore une fois, il n'y a pas que la Suisse. Oui. Aujourd'hui, si vous allez à Dubaï, on vous demande rien du tout. Ah. Donc, beaucoup de fortunes ont quitté la Suisse pour aller à Dubaï et vers votre pays, mais principalement Dubaï. Vous m'en direz tant. C'est la plus grande blanchisseuse au monde aujourd'hui. Vous m'en direz tant. Restez avec nous, Ali Benouari. La plus grande blanchisseuse au monde. Restez avec nous, c'est Ali. Jilali Hajjaj, bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Alors, Jilali, vous êtes bien exprimé sur cette histoire dans la presse écrite. Si vous nous disiez justement votre sentiment sur cette énième affaire. Oh, c'est pas une surprise. Disons que ce qui est intéressant à travers ce nouveau scandale, c'est peut-être qu'une partie des mécanismes qui permettent la fuite des capitaux, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, le blanchiment de la fraude fiscale. Donc une partie de ces mécanismes est connue et rendue publique. C'est vrai que nous soupçonnions déjà un peu quelles étaient les procédures des circuits du blanchiment d'argent, des circuits de la grande corruption. Là, on a un exemple édifiant, et d'autant plus édifiant que la banque en question, la filiale d'HSBC à Genève, reconnaît publiquement, reconnaît donc, reconnaît sa culpabilité. Et d'ailleurs, auprès des gouvernements européens notamment qui ont mené des enquêtes judiciaires, HSBC Genève donc a choisi la posture du plaidoyer coupable. Ça c'est une chose quand même assez importante et qui est peut-être
qui peut être essentielle dans le sens où nous savons maintenant comment un certain nombre de personnes en Algérie, quelles que soient leurs fonctions, notamment dans les fonctions notamment de décision, des fonctions de pouvoir, ceux qui ont pratiquement fait main basse sur une grande partie de l'argent du pétrole, on sait entre autres comment ils procèdent. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus intéressante. Beaucoup de citoyens en Algérie suivent avec beaucoup d'intérêt cette affaire, malheureusement. Mais comment ils procèdent, Gilali Hijaj? Il y a très peu de canaux d'expression. Dites-nous comment ils procèdent. Permettent de faire part de leur colère et de leur indignation. Oui. Si l'on devait comparer, et c'est malheureux à préciser, si l'on devait comparer entre il y a plus de 20 ans la possibilité des canaux d'expression qui étaient donnés à l'opinion publique pour s'exprimer, et maintenant malheureusement il y a un net recul. Il y a comme ça un peu une offre de façade, mais je suis moi-même relativement à dire surpris. Les chaînes de télévision privées qui, par exemple, sur un certain nombre de faits divers, ici et là en Algérie, en font du chou gras et des émissions en longueur de journée, sur cette affaire de la CHBC, notamment de l'implication d'un certain nombre d'Algériens ou de ressortissants étrangers en Algérie, oui, c'est silence radio. Ça aussi, c'est une donnée. Alors que sur les réseaux sociaux, oui, les Algériens s'expriment à ce sujet, absolument, prennent connaissance de cette affaire, prennent connaissance des mécanismes et découvrent avec effroi comment des mafieux, comment des grands corrompus, ceux qui blanchissent l'argent, ceux qui font fuir les capitaux, sont en train de saigner le pays. Gilali Hijaj, j'ai cru vous entendre dire que au sujet de détournement de grandes sommes d'argent sur ce qui est des transactions de pétrolières, hydrocarbures, vous saviez comment ça se passait. Vous pouvez nous expliquer en peu de mots? Non, en fait, nous le savions. Les circuits, j'allais dire, des commissions et des pots de vin, notamment les grands scandales en question, ont révélé ces dernières années, grâce à un travail remarquable de magistrats suisses, de magistrats italiens, de la police judiciaire canadienne, aussi d'un certain nombre de journalistes des pays en question, ont montré en fait ce qui vient d'être révélé à travers l'affaire HSBC. Placement dans une première étape d'énormes pots de vin, d'énormes commissions dans des banques européennes, des banques, j'allais dire, reconnues sur la place publique. Oui. Deuxième étape, comme le disait M. Benoîri, c'est pour garantir la sécurité de ces placements et pouvoir les utiliser comme ils le veulent, ces placements dans des paradis fiscaux asiatiques, Amérique centrale, asiatiques principalement Hong Kong, Macao, Amérique centrale, c'est connu maintenant, le Panama est peut-être un des paradis fiscaux justement célèbres. Et donc maintenant, il y a HSBC, mais c'est un peu comme Sonatrach. Il y aura d'autres banques, des affaires, d'autres scandales par des banques étrangères, et notamment des banques étrangères qui sont bien installées en Algérie et qui brassent des chiffres d'affaires phénoménaux. Restez avec nous. Maintenant. Oui. Gilali Hijaj, avant de... une question. Je me permets un peu une provocation. La justice algérienne devrait ouvrir une enquête préliminaire. Je ne me fais pas du tout d'illusions. Nous non plus. Ni le ministère des Finances, ni la Banque d'Algérie, ni l'administration des impôts, ni la cellule du renseignement, du traitement du renseignement financier, ni la justice n'ouvrira un compte. À ce sujet, Gilali Hijaj. À ce sujet, Gilali Hijaj. Gilali Hijaj, est-ce que vous m'entendez? Il n'est pas cohérent, entre guillemets, que les dirigeants du pays, dont un certain nombre sont impliqués, sont sur cette liste d'HSBC, puissent eux-mêmes, j'allais dire, s'auto-enquêter. Et justement, à ce sujet, Gilali Hijaj, à ce sujet, l'État algérien a adhéré à des conventions régionales, internationales, contre la corruption. Il a adopté une loi, pris des décrets contre la corruption, une loi et un règlement bancaire contre le blanchiment d'argent, mis en place l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, l'Office central de répression de la corruption,
la cellule de traitement du renseignement financier. Ça sert à quoi tout ça? Aujourd'hui, dans la chronique du journal où je travaille, dans le soir d'Algérie, la chronique de la page 24 de Hakim Alam, il y a une boutade assez extraordinaire. Il évoque un peu l'ensemble de ces institutions et il dit, entre autres, ce serait bien de le mettre dans un seul bâtiment qu'on appellerait le bâtiment des inutilités. Effectivement, non seulement c'est des inutilités, ce sont des institutions de façade qui sont par ailleurs budgétivores, mais en même temps qui sont beaucoup plus des instruments pour surveiller un peu ceux qui essayent de lutter contre la corruption dans les associations, dans la société, dans les institutions. Restez avec nous, Jilali Hajjaj, restez avec nous. Ali Benouari, sur un plan pratique, existe-t-il pour la société civile algérienne des voies, des moyens pour porter plainte contre ces dirigeants qui pillent le pays? Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Ça veut dire qu'ils sont assurés de l'impunité? Il n'y a que la justice algérienne, à mon sens, mais je peux me tromper si je me trompe que... Nous demanderons à Jilali Hajjaj, oui. Je crois qu'en matière de blanchiment d'argent, en matière de fraude fiscale, etc., je crois qu'il n'y a que l'État lui-même qui peut entreprendre les démarches nécessaires. Et sur un plan international... Mais comme la justice n'est pas indépendante, la justice ne peut pas s'autosaisir. Non, là il ne faut pas s'y attendre. Il ne faut pas nous mentir. La justice algérienne, c'est impossible, c'est inenvisageable. Mais sur le plan international, la diaspora algérienne, est-ce que de l'extérieur, elle peut faire quelque chose? Elle peut faire des pressions, un peu comme les Tunisiens l'ont fait au lendemain de la chute du régime de Ben Ali. Ils peuvent protester, ils peuvent sensibiliser les pays qui reçoivent ces montants frauduleux. Mais je ne crois pas qu'ils puissent agir directement. Mais moi, j'aimerais dire trois choses. Oui, je vous en prie. Au-delà des montants colossaux qui saignent le pays, il y a les sources de la corruption les sources de ces transferts frauduleux qu'il convient de cerner avec précision. Il y en a en gros trois. Il y a le blanchiment d'argent lié au trafic de la drogue, etc., des choses comme ça. Le GAFI, etc., arrive plus ou moins à gérer convenablement cette chose. Il y a ensuite les pots de vin. Il y a en troisième lieu les surfacturations. Même les investisseurs étrangers qui viennent investir en Algérie déclarent souvent des montants qui sont parfois jusqu'à 2 fois plus importants que les montants réels pour pouvoir transférer dès le départ plus que leur apport propre. Exact. Il y a enfin les transferts qui sont opérés par les émigrés, qui sont opérés par des privés algériens à la suite de fraude fiscale et qui trouvent soit des billets qui sont entrés frauduleusement, soit qui trouvent la compensation auprès des émigrés. Donc les sources sont nombreuses. Il y a enfin un problème qui est pour moi essentiel, qui m'interpelle en tant qu'homme politique, c'est la récupération de ces masses d'argent. Et cette récupération, au-delà de la forme pénale, au-delà des voies de recours que l'État peut et doit utiliser pour les récupérer par des pressions ou par des négociations avec les pays qui reçoivent cet argent, je pense aux Émirats, je pense à la Suisse, mais à d'autres pays. Et ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est les conditions politiques de rapatriement de cet argent. C'est-à-dire la question de la réforme fiscale, la question de la réforme monétaire, c'est-à-dire qu'on va bien au-delà du constat, mais on va vers les causes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'argent qui sort du pays? Pourquoi il n'y a pas d'argent qui rentre? Parce qu'on peut imaginer que des fortunes algériennes établies à l'étranger rapatrient leur argent parce qu'il y a des profits colossaux, des profits beaucoup plus importants qu'ils peuvent faire dans leur pays d'origine que les profits qu'ils peuvent faire ailleurs, dans un cadre évidemment peut-être plus sécurisant pour eux. Donc le problème est éminemment politique. Et là, j'aimerais dire qu'au-delà de la justice qui n'est pas indépendante et de l'État qui ne représente que lui-même, qu'un groupe d'individus, il convient, si on arrive à régler la question de la démocratisation du pays, il convient de mettre en place des mécanismes de retour de cet argent. Et je pense à une amnistie fiscale avec ou sans amende, dans des conditions strictes et particulières. Beaucoup de pays, la France vient de récupérer la quasi-totalité de ces fortunes établies en Suisse. Ça veut dire qu'on propose à ces gens de rapatrier leur argent
et on ne leur fait rien, on ne leur dit rien. Non, c'est pas ça. Non. Pas du tout. Ce sont deux questions, mais vous avez raison, parce que moralement, c'est insupportable. Oui. Vous avez raison de souligner ce fait. Mais je veux dire par là, il y a la question du vol, par exemple. Quelqu'un qui vole, c'est pénal. Oui. Jamais personne ne pourra l'amnistier. Mais il y a tous ceux qui ont sous-déclaré ou qui n'ont pas déclaré une partie, qui ont sous-déclaré ou qui n'ont pas déclaré une partie de leur revenu ou tout leur revenu. Oui. Ceux-là sont éligibles, il faut les amener à rapatrier leur argent et à payer d'une manière ou d'une autre une partie du préjudice qu'ils ont fait subir à l'État. En les encourageant, en disant de toute façon ce que vous payez comme amende, c'est ce que font les Français, les Suisses, les Italiens, les Allemands, tous les pays le font en gros en moyenne une fois tous les 10 ans, en moyenne. Et ils récupèrent des sommes colossales qui s'investissent dans le pays plutôt que de profiter aux pays étrangers. Donc je parle ici des conditions politiques de retour de ces capitaux. Oui. Après, la question de celui qui a volé, comment absoudre quelqu'un qui a volé, même si on blanchit son argent entre guillemets de cette manière, il n'empêche que le délit lui-même est punissable par le code pénal. Oui, mais l'amnistie consiste à pardonner des délits et des crimes. Donc non, mais ils ont fait une loi qui absout les crimes pour terrorisme et des choses comme ça. Oui. Donc on peut très bien faire une loi d'amnistie pour permettre au pays de récupérer les centaines de milliards de dollars qui sont à l'étranger. Absolument. On ne peut pas faire l'économie de ce débat. Que ceux qui s'intéressent aux questions pénales persévèrent dans leur action. Mais les hommes politiques doivent aussi s'intéresser aux conditions socio-politiques qui permettront au pays de retrouver cet argent dont il a été privé pour son développement. Voilà. Le débat est donc lancé. Faut-il commencer à penser à une amnistie de ce genre, fiscal, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, pour permettre à ces gens de rapatrier en toute impunité leur argent, pourvu qu'ils profitent au pays. Le débat est donc lancé. Jilali Hajjaj, je vous repose la même question que pour Ali Benouari. Est-ce qu'il existe des moyens pour les Algériens de contrer ces déprédations, de poursuivre ces criminels, j'allais dire, en justice, devant la justice internationale? Ah, nous l'avons perdu. Donc, Ali Benouari, un dernier mot avant de clore cette émission, si vous souhaitez vous exprimer sur un point en particulier. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est un aspect extrêmement grave que ces ressources qui quittent le pays d'une manière toujours frauduleuse, parce que même ceux qui aujourd'hui investissent à l'étranger alors qu'ils sont établis en Algérie, souvent le font de manière illégale. Beaucoup d'entreprises algériennes qui ont pignon sur eux ont des comptes à l'étranger et des biens à l'étranger. N'est-il pas temps aujourd'hui de régulariser cet immense anachronisme? Et pour régulariser cet anachronisme, il faut régulariser aussi ses causes, c'est-à-dire les causes politiques qui engendrent cette défiance vis-à-vis du pays, ce pillage du pays et ce transfert immense de ressources substantielles qui privent le pays de moyens de son développement. Voilà ce que je voulais dire. Merci Ali Benouari, merci à Jilali Hajjaj que nous avons malheureusement perdu au téléphone. Je donne rendez-vous à mes deux invités pour les prochaines émissions sur des sujets connexes ou semblables. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Bislama.